Salut les mecs. Bon, ça fait littéralement des années que vous me demandez tous de tacler enfin One Piece, d'autant que j'ai déjà anéanti Naruto, Bleach, l'attaque des titans, Death Note, Fairy Tail, Nanatsu no Taizai, Chainsaw Man, voilà, j'en passais des meilleurs, et même mes shonen préférés, à savoir Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho, n'ont pas été épargnés par mon courroux, il faut le dire, mais alors... tous se demandaient, quand est-ce que Yaji Legri se décidera-t-il enfin à abattre le marteau de la justice sur le shonen du siècle, le big boss du Big Three? Quand est-ce qu'il sortira enfin une vidéo pour cracher sa haine sur ce manga légendaire? Et plein de théories ont commencé petit à petit, et bon gré mal gré, à voir le jour dans les commentaires de mes vidéos effectivement précédentes, pour essayer d'expliquer mon mutisme inexplicable sur la question One Piece. Certains pensaient que j'étais en fait un fan caché de One Piece et que je ne voulais pas être objectif. D'autres ont émis l'hypothèse que j'avais peur de me mettre la fanbase à dos, et d'autres encore ont effectivement pensé que j'attendais peut-être le bon moment pour lâcher la vidéo qui briserait l'âme des fans de One Piece en milliards de morceaux. Mais en fait, la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus triviale. En fait, je me suis juste arrêté de lire One Piece vers le tome 46-50, durant plus ou moins l'arc Thriller Bark, si je ne m'abuse. Et donc oui, ça date. Ça fait plus de 10 ans en fait, et j'étais encore à la fac à l'époque. D'ailleurs, ça ne me rajeunit pas, et c'est juste plus ou moins à cette période-là que j'ai décroché de One Piece. Pas parce que j'ai détesté, mais juste parce que bah, c'est un shonen, quoi, tout simplement. Et vous savez que moi, les shonen, voilà, le côté cucu, mielleux, mièvre, le pouvoir de l'amitié à tous les chapitres, le héros stupide qui kiffe bouffer et qui protège ses amis, le fait que quasiment personne ne meurt, et que même quand quelqu'un meurt, t'as 2 chances sur 3 de le voir revenir à la vie quelques chapitres plus tard, bref, ça m'a gavé. Mais encore une fois, c'est pas forcément juste contre One Piece en particulier, non, c'est juste que bah, c'est le genre shonen, et c'est trope qui me fatigue depuis en fait un peu trop longtemps. Mais voilà, vous me tannez depuis des années sur le cas One Piece, et c'est vrai que ce serait quand même con d'avoir une chaîne où je détruis des animés à ne plus savoir qu'en faire, sans ne jamais critiquer One Piece. Donc bah voilà, j'ai repris le bateau il y a plus ou moins un an, j'ai recommencé effectivement petit à petit à reprendre les tomes, à lire chapitre après chapitre l'immense odyssée d'Eiichiro Oda, évidemment, le mangaka légendaire de One Piece. J'ai revu quelques épisodes, petit à petit, ça a pris du temps, mais j'ai rattrapé mon retard en sous-marin. Et effectivement, ce qui est certain, c'est que la question, est-ce que One Piece est un mastodonte du shonen, bah en fait, elle ne se pose pas, personne ne peut le nier, mais quand bien même, quand une série traîne en longueur depuis plus de 25 ans, avec des milliers de chapitres et encore plus d'épisodes grâce à la Toei qui ont fait n'importe quoi, bah forcément, bah, ça finit par accumuler fatalement quelques casseroles, et pas qu'une ou deux, malheureusement pour les fans de One Piece. Voilà, entre les contradictions, des trucs qui sortent de nulle part, des règles qui détruisent le world building au bon vouloir du scénario, bref, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont fait criser. D'ailleurs, certaines de ces incohérences sont sympathiques, rigolotes, même marrantes, d'autres sont tellement absurdes qu'on dirait qu'elles ont été écrites sous substance, hein, bien évidemment... respect à notre ami Oda, et certaines autres ont littéralement retourné la fanbase, en tout cas d'après ce que j'ai pu voir, déclenchant débat drama et menaces de rage quit. J'ai d'ailleurs moi-même rage quitté One Piece il y a 10 ans de cela, hein, comme je viens de le dire. Mais bon, cessons de perdre du temps, vous l'avez demandé, la vidéo est là, enfin on va pouvoir critiquer One Piece et parler des 20 pires incohérences de ce manga légendaire, mais que je vais me faire effectivement un plaisir de traîner dans la boue. Et effectivement, voilà, ça va cracher du sel pendant plus ou moins, allez, 30 minutes, je sais pas, j'ai pas encore enregistré la vidéo, je ne connais pas sa longueur, mais vous inquiétez pas, je vais m'en donner à cœur joie. Bon allez, on va commencer avec la première incohérence, et effectivement, bon, cette incohérence, j'ai hésité à la mettre parce que enfin, c'est tellement du pain béni, c'est tellement du tout venant, tout le monde en parle, tout le monde la connaît, tout le monde en rigole, tout le monde en a fait des mèmes à ne plus savoir qu'en faire et à n'en plus finir. Évidemment, on va parler de Shanks, hein. Désolé, je suis obligé. Voilà. Effectivement, on va parler donc de Shanks qui perd son bras contre un monstre marin lambda, alors que bah, le type, c'est un sacré client, enfin en principe. Bon, commençons par le commencement. Dès le premier chapitre de One Piece, on a une scène iconique. Shanks sauve le petit Luffy d'un monstre marin et perd son bras au passage. Sur le moment, c'est marquant, ça installe Shanks comme une figure quasi paternelle vis-à-vis de Luffy, et donne, eh bien, à notre protagoniste une grosse leçon de vie. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, bah ça n'a absolument aucun sens. On parle quand même de Shanks, un mec qui faisait partie de l'équipe du Seigneur des Pirates, enfin, de feu Seigneur les Pirates Goldie Roger, lorsqu'il était gosse. Un pirate quand même, ce Shanks, capable d'écraser Kid en une seule attaque, et dont la prime à cette époque-là dépassait déjà le milliard de berry. Et pourtant, ce
même Shanks se fait arracher un bras par un poisson random, alors qu'on a vu des personnages 1000 fois plus balèzes que ce truc-là sans broncher. Et le plus ridicule, c'est que Luffy, qui vient à peine de partir à l'aventure dans le chapitre qui suit, bah one-shot le même monstre avec un simple coup de poing. C'est quand même un peu con. Et là où ça en devient encore plus bancal, c'est que Eiichiro Oda lui-même a avoué dans une interview que c'est un éditeur qui l'a convaincu de faire perdre un bras à Shanks, juste pour que le premier chapitre ait plus d'impact. Et donc, autrement dit, c'était un choix purement dramatique, mais absolument pas quelque chose de logique dans l'histoire et l'univers de One Piece. D'ailleurs, c'est tellement ridicule que même Barbe Blanche s'est permis effectivement une petite remarque sarcastique vis-à-vis de Shanks en lui disant que « Bah frère, qu'est-ce qui se passe? Comment t'as pu perdre un bras dans East Blue ?» Il lui dit un truc plus ou moins comme ça, bref. C'est pour dire à quel point ça n'a clairement aucun sens, même pour les personnages de One Piece, quoi. Même pour eux, ils comprennent qu'il y a un truc qui marche pas. Bref. Allez, on passe à la suite, avec la deuxième incohérence, le plan foireux de Vivi pour infiltrer Baroque Works. Alors, lorsque l'on découvre Vivi pour la première fois dans le manga, elle est sous couverture dans Baroque Works, sous le nom de Miss Wednesday. Mais il y a un problème évident. Comment Crocodile, le boss de l'organisation, a-t-il pu ne pas capter que Miss Wednesday et Vivi sont en fait la même personne? On parle du chef d'une organisation criminelle qui veut renverser son royaume, et qui est l'un des personnages les plus intelligents de One Piece. Et ce mec-là n'a jamais remarqué que la princesse d'Alabasta était en train de bosser dans son propre groupe? Vivi n'a rien changé de son apparence, même visage, même voix, même cheveux bleus pétants. Son père est littéralement en train de lutter contre Baroque Works, mais personne ne fait le rapprochement. Et ce qui rend le truc encore plus absurde, c'est que Baroque Works avait une hiérarchie ultra stricte, où personne ne connaissait l'identité des autres membres. Et ça aurait été trivial pour Crocodile de vérifier qui était Miss Wednesday. En gros, tout le plan d'infiltration de Vivi repose sur une convenance scénaristique grotesque. Si Baroque Works avait juste un minimum de rigueur, son infiltration aurait duré, allez, 2 chapitres grand max, avant qu'elle ne se fasse cramer, purement et simplement. Maintenant, évidemment, les fans de One Piece me diront sûrement que les agents ne connaissaient pas leurs collègues et que donc personne ne pouvait faire le lien entre Vivi et la princesse d'Alabasta, et que Robin a deviné son identité certes, mais a gardé le silence pour ses propres intérêts. Sauf que, même si les agents ne connaissaient pas tous leurs collègues, Crocodile aurait dû lui faire attention. Vivi était quand même la fille du roi qu'il essayait de renverser, et en plus, elle n'a jamais changé son apparence de manière significative. On part d'une organisation ultra secrète et paranoïaque, mais ils ont laissé passer un élément aussi évident, ça n'a strictement aucun sens. Ensuite, on va parler des primes. Alors, dans l'univers de One Piece, les primes sont censées être un espèce d'élément central. Plus t'es dangereux et plus ta prime est élevée. C'est censé motiver des chasseurs de primes à traquer les criminels, sauf que dans les faits, personne ne semble en avoir quelque chose à foutre des primes. Quand est-ce qu'on a vraiment vu dans le manga ou l'animé des chasseurs de primes traquer sérieusement un pirate avec une prime colossale? À part Zoro au début, le métier de chasseur de primes n'existe presque pas dans l'histoire. Et c'est encore plus ridicule lorsque l'on parle des primes des Yonko, des empereurs, tels que Kaido qui a, il me semble, 4,6 milliards de berries sur sa tête, Big Mom qui en a 4,3 milliards, Shanks qui en a 4 milliards, bref, qui est censé aller chercher ces types pour toucher la prime? On parle de mecs capables, littéralement, de raser des îles entières. Même l'armée mondiale et les amiraux les évitent. Donc, pourquoi ces primes existent si personne n'est capable de les encaisser? Les primes, en fait, c'est juste du pur fanservice. C'est juste un moyen de faire du power scaling pour dire, ah, ok, ce perso a une meilleure prime que celui-là, donc il est plus fort que celui-là. Mais dans l'univers de One Piece, elles n'ont aucun impact réel. Personne ne semble les réclamer, elles n'ont aucun sens d'un point de vue narratif. En fait, c'est juste des unités de puissance en mode DBZ, quoi. Quasiment, c'est ça, hein. Donc voilà, en résumé, c'est un concept sous-exploité et qui ne fonctionne pas du tout dans l'histoire. Ensuite, quatrième incohérence, et là, par contre, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Autant pour les primes, c'est marrant, c'est mignon, ça fait rigoler, c'est pas grave. Par contre, là, moi, ça me fait chier. On va parler de tous ces personnages comme Imu, comme Joy Boy, comme Xebec. Des personnages qui sont ultra majeurs, mais qui sont introduits bien trop tard. Puisque dans One Piece, on découvre, encore une fois, des personnages clés de l'univers et de l'histoire de One Piece au compte-gouttes. Ce qui, techniquement, peut être une bonne stratégie de narration, mais certains sont tellement importants qu'il est complètement absurde qu'on n'en ait jamais entendu parler avant leur apparition. Si on prend Roxy Xebec, ce mec était quand même à la tête de l'équipage le plus puissant de son époque avec Kaido, Big Mom et Barbe Blanche. Parmi ses membres, il a failli conquérir le monde, et il a fallu que Roger et Garp s'allient pour l'arrêter. Et on se demande, et c'est là où on se pose la question, comment un pirate aussi monstrueux a pu tomber dans l'oubli, alors que des pirates bien moins impressionnants tels que Shiki ont droit à une réputation durable en fait, dans l'univers de One Piece. Et même dans ce monde-là, celui de One Piece, où le gouvernement contrôle l'histoire, c'est quand même difficile à croire qu'un mec aussi puissant que Rox soit si peu mentionné. Et c'est encore pire
dire avec Imu, le véritable maître du monde, paraît-il. Là, on parle du leader absolu du gouvernement mondial, le roi caché de l'histoire, qui existe depuis des siècles. Pourtant, même les plus grands génies et stratèges de l'histoire de One Piece n'en ont jamais entendu parler, avant qu'Oda nous le balance en pleine face beaucoup trop tard dans l'histoire. Et même régime pour Joy Boy, qui est censé être une figure légendaire. Il a laissé pas mal de messages sur les poneglyphes, il est lié au fameux siècle oublié, et il est directement connecté au One Piece. Pourtant, personne ne sait qui il est avant la deuxième moitié de l'histoire, c'est-à-dire après le time skip, et son existence est juste balancée d'un coup, sans aucun build-up progressif. Ça donne un peu une espèce d'impression de Naruto Shippuden avec Kaguya à la toute fin, où tout d'un coup, on nous introduit un méchant ultime qui change toute la mythologie du manga en quelques chapitres juste avant la fin. Bon, en ce qui concerne One Piece, c'est pas juste avant la fin, mais franchement, pour moi, c'est du même ordre. Et le plus ironique, c'est qu'on a passé plus de 1000 chapitres à nous répéter que Roger était l'homme le plus important de l'histoire, pour en fait nous apprendre qu'en fait non, c'était Joy Boy et c'était Rox dit Zebek. Et ça fait ultra désordre. Ça fait d'autant plus tâche que, on va pas se mentir, One Piece est connu, et même pour les mecs qui regardent pas One Piece, même à l'époque où j'avais totalement lâché One Piece, et franchement, on m'aurait montré une tête de Luffy, je t'aurais dit ok, c'est mon petit cousin, c'est tout, je l'aurais pas reconnu, mais même à l'époque, je connaissais la réputation de One Piece, et une réputation qui n'a fait que croître au fil des chapitres, surtout après que j'ai lâché le manga, sa réputation vis-à-vis du fusil de Tchekhov, vis-à-vis du fait que, qu'apparemment, tout était prévu par Oda, il y a plein d'indices scénaristiques au tout début du manga qui finalement arrivent à fruition quasiment 500 chapitres plus tard, donc c'est là où effectivement on se dit, mais est-ce que c'est vraiment le cas finalement? Parce que justement, ces personnages-là sont quasiment pas, pour ne dire pas du tout, foreshadowés. Alors que les gars, ils apparaissent quasiment, je sais pas, 500, 800, 1000 chapitres en retard. C'est quand même fou. Enfin bref. Bon, passons à un problème beaucoup moins grave. On va parler du problème des proportions, du fait que la taille des personnages n'a bien souvent aucun sens. Ok, ça c'est sûr, parce que Oda aime beaucoup exagérer les proportions des personnages. Et parfois, c'est tellement extrême que ça en devient incohérent. Si on prend Zoro et Oden, on parle de deux mecs qui utilisent le même sabre Enma, sauf que Oden fait littéralement le double de la taille de Zoro. Et c'est là où on se pose la question, comment c'est censé marcher? Si l'épée est adaptée à Oden, elle devrait être inutilisable pour Zoro, vu que son manche et sa lame seraient donc totalement disproportionnés. Pourtant, Zoro la manie comme si c'était une épée, comme si c'était un katana lambda, sans aucun problème d'ergonomie ou même d'équilibre. Et c'est même pas un cas isolé. Les géants ont parfois l'air de mesurer 10 mètres, parfois 100 mètres, selon les planches. Les marines changent de taille d'un arc à l'autre. Tu vois Aokiji qui fait 50 mètres et le chapitre plus tard, tu le vois faire 2 mètres, ça n'a aucun sens. Dans Impel Down, un geôlier censé mesurer 3 mètres a l'air minuscule à côté d'un capitaine random. On pourrait se dire que, ok, c'est juste le style de Oda, mais le problème, c'est que One Piece essaie parfois d'être précis sur les tailles. Et si je devais vous donner un exemple, ce serait le Gear 5 de Luffy, où il devient géant. Comment il fait pour manipuler son environnement et interagir avec des personnages qui font un dixième de sa taille sans que ça pose problème? Bref, Oda dessine comme il veut sur le moment, et ça crée des tonnes d'incohérences visuelles. Bon, toujours sur des incohérences pas trop importantes et un peu mémesques, entre guillemets, on va parler donc des fruits du démon volants, qui n'ont aucun sens. Alors, dans le chapitre 169, on nous balance que, il n'existerait que 5 fruits du démon qui permettent de voler. 5, hein, seulement 5 selon le manga. Sauf que, quand on fait le compte, il y en a bien plus que 5, et c'est là où effectivement on commence à rigoler. Déjà, il y a Pell, l'aigle, Marco le phénix, le mec avec des ailes d'ange, le ptérosaure, donc King, le mec qui peut se transformer en nuée de corbeau, je crois que c'est Karazu, et c'est même pas juste ceux qui ont des ailes, je veux dire, si on inclut tous ceux qui peuvent voler d'une manière ou d'une autre, on a Kaido, qui peut flotter sous sa forme de dragon, qui peut un peu voler, Robin qui peut faire pousser des espèces d'ailes avec ses bras, les utilisateurs de Logia qui peuvent l'éviter tels que Kizaru, Ener ou même Smoker, et même un mec random qui vole avec son fruit du livre. Il a une espèce de livre greffé à ses pieds et il vole avec ses livres. Ça n'a aucun sens, hein, voilà. C'est du pur One Piece. Et donc, à moins qu'Oda n'ait changé d'avis en cours de route, ou qu'il parlait uniquement des Zoan avec des ailes, puisqu'il n'a jamais été précisé, cette déclaration est juste une grosse contradiction. D'ailleurs, en parlant de fruits du démon, en fait, il y a certains fruits du démon qui sont beaucoup plus cheatés qu'on veut bien nous faire croire. Puisque, ok, on sait tous que certains fruits du démon sont pétés, mais certains, en fait, auraient dû rendre leurs utilisateurs invincibles. Et pourtant, c'est pas le cas. Si on prend Sugar, la gamine de Dressrosa, elle peut transformer n'importe qui en jouet, et une fois transformée, tout le monde oublie que la personne existait. C'est quand même un peu pétaxe, on va pas se mentir, et ça veut dire qu'en touchant Luffy, elle pourrait l'effacer de l'histoire instantanément. C'est un truc de ouf, hein. Sauf que, non.
parce que One Piece ne veut pas que ce soit aussi simple. Autre exemple, le OPOP Nomi de l'eau. Son fruit lui permet de faire n'importe quoi à l'intérieur de sa room, donc échanger les âmes de deux personnes, découper quelqu'un sans le tuer, il y a même un délire d'immortalité, enfin je suis pas certain d'avoir compris, mais bon, avec de telles capacités, il aurait dû pouvoir atomiser n'importe qui, mais bizarrement, contre certains personnages, son fruit devient soudainement moins efficace. Et si on parle de Kizaru, l'amiral avec un fruit, le fruit de la lumière, là c'est encore pire, le gars, il est censé se déplacer à la vitesse de la lumière. Il devrait pouvoir toucher tout le monde avant même qu'il ne réagisse, se téléporter d'un bout à l'autre du monde instantanément, être absolument intouchable, sauf que il se bat comme un random mec rapide. Il se fait parer, esquiver, bloquer, comme si ses coups étaient normaux. Donc en gros, certains fruits du démon sont nerfés pour éviter que l'histoire ne se termine trop vite. Et même si effectivement, je sais que certains fans vont me dire oui, mais le OPOP Nomi de l'eau a des capacités définies, mais d'accord, quand bien même. C'est défini, mais il peut toujours découper des îles entières avec son fruit, ce qui dépasse largement ce qui est normalement raisonnable. Et si on parle du Obi Nomi de Sugar, on dit qu'il est limité par l'intelligence de l'utilisateur, mais même une gamine aurait pu transformer le monde entier en jouet si elle avait été un peu plus maligne. C'est un peu bizarre quand même comme fruit du démon. Et bien sûr, on va me sortir l'argument du haki, mais même si on le sort, ça marche pas toujours, parce que les règles du haki changent en fonction du scénario. D'ailleurs, ça fait partie d'une des incohérences les plus dégueulasses de One Piece, on en parlera un peu plus tard. Toujours sur le délire des fruits du démon, on va parler donc de l'incohérence de l'eau, parce que depuis le début du manga, on nous explique que l'eau est la faiblesse ultime des utilisateurs du fruit du démon. Mais en pratique, c'est totalement inconsistant en fait. Parce que théoriquement, un utilisateur de fruit du démon qui touche l'eau perd toutes ses forces. Pourtant, on a des tonnes d'exemples où ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On voit Boa Hancock prendre un bain dans une baignoire remplie d'eau et ça ne lui fait rien. Luffy peut bouger et attaquer sous l'eau et Aokiji tombe dans l'eau tout le temps et il s'en fiche. Et le cas le plus absurde, c'est Mr. Sri qui flotte dans l'eau alors qu'il devrait couler comme une pierre. Bon, Oda a expliqué que tant que le corps n'est pas totalement immergé, ça va, mais alors comment ça marche pour quelqu'un qui se prend une vague en pleine face? Pourquoi certains flottent et d'autres coulent? Alors bien sûr, on va me dire que oui, le fait que Mr. Sri flotte dans l'eau, Oda a dit apparemment dans une espèce de question-réponse avec les fans qu'en fait, Mr. Sri aurait en réalité une planche de bois scotchée sur son dos. Bon voilà, évidemment, là Oda on l'aime bien, évidemment, force à toi Ichiro, mais là il se fout de notre gueule, évidemment. Parce que bon, on ne voit jamais dans cette scène une planche derrière Mr. Sri. Aucun utilisateur de fruits ne flotte comme ça. Et en fait, voilà, c'est une erreur visuelle. Oda a oublié, mais bon, il veut se justifier après coup. Voilà. C'est un rétropédalage, ça couvre une incohérence. Ce n'est pas grave, on lui pardonne. Mais là où ça va être difficile à pardonner, c'est avec Kaido. Donc alors, Kaido, donc l'un des Yonko, surcheaté s'il en est, le mec en fait, il aime pas trop la vie. Il voudrait effectivement se dessoucier, il voudrait effectivement se supprimer. On le voit sauter depuis une ligne flottante pour s'écraser au sol, et bon, le gars, il a envie de se supprimer, il a envie d'arrêter de vivre, voilà, c'est très bien. Le problème, c'est quoi? Enfin non, c'est pas très bien du tout, attention, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais quoi qu'il en soit, voilà, il a envie de se supprimer. Mais on se pose la question, pourquoi se casser la tête à monter sur une île flottante, aller sur l'Empire State Building, ou faire je sais pas quoi? Pourquoi juste ne pas sauter dans la mer et se noyer? Le mec est assez intelligent pour bâtir un empire, mais pas assez intelligent pour se dire, tiens, et si je plongeais dans l'eau? Parce qu'après tout, Kaido est effectivement un utilisateur de fruits du démon. Évidemment, les fans hardcore ont tenté de justifier cette connerie absolue en affirmant que Kaido pourrait respirer sous l'eau grâce à son fruit du démon. Sauf que non, One Piece n'a jamais spécifiquement dit que le fruit du démon de Kaido lui permet de respirer sous l'eau. Parce que, ok, le fruit du démon de Kaido est le Zoan mythique du dragon Azur, qui lui donne plusieurs capacités, j'ai nommé voler en créant des nuages de flammes, cracher du feu, de la foudre et du vent, et avoir une résistance physique extrême. Mais il n'y a aucune mention officielle d'une capacité à respirer sous l'eau. Donc certains fans peuvent dire effectivement que Kaido pourrait survivre sous l'eau grâce à ses écailles ultra résistantes, ou qu'il peut retenir son souffle plus longtemps qu'un humain normal, mais en réalité One Piece a toujours montré que les utilisateurs de fruits du démon ne peuvent pas nager et coulent comme des pierres. Donc si Kaido voulait vraiment mourir, il aurait juste eu à sauter dans l'océan, au lieu de se jeter d'une île flottante. Donc encore une fois, incohérence. Bon, passons à quelque chose de beaucoup plus grave là par contre. Là vraiment, ça c'est un truc qui m'a fait arracher mes cheveux, je vais pas mentir. On va parler un peu d'amnésie, les mecs. Et du fait que Oda s'est juste débarrassé d'un problème scénaristique en un claquement de doigts en se foutant de notre gueule. Alors, l'amnésie, c'est le genre de ficelle scénaristique qui me fait hurler à chaque fois qu'elle est utilisée, et surtout quand elle est aussi mal utilisée
que dans One Piece. Et One Piece, justement, en a abusé à plusieurs reprises. Déjà, premier exemple, le pire, Sabo. Alors, on le voit effectivement se faire exploser en pleine mer alors qu'il fuit Goa, il est repêché par Dragon et les révolutionnaires, et il en oublie totalement son passé avec Luffy et Ace inclus, quand même, ses frères. Et il retrouve miraculeusement la mémoire en lisant un journal sur la mort de Ace. C'est un timing peut-être un peu trop parfait pour le scénario, hein, et ça fait lever plus d'un sourcil. Le mec est littéralement le second de l'armée révolutionnaire, l'organisation qui collecte des informations en permanence, et il n'a jamais capté que Ace était son frère. Évidemment, il y a pas mal d'arguments des fans pour justifier cette amnésie, et je vous le dis, aucun ne tient debout. Alors déjà, on va me dire certainement dans les commentaires que Sabo a eu une commotion cérébrale après l'explosion, donc c'est normal qu'il ait oublié son passé. Sauf que, ok, oui, un choc violent peut causer une amnésie rétrograde, mais Sabo n'a jamais eu de flash de souvenirs aléatoires avant de tout retrouver d'un coup, ce qui est stupide. Il a grandi dans un monde où Ace était une célébrité, donc normalement il aurait dû s'en rappeler bien avant, et même en ne se souvenant pas de leur relation, il aurait dû voir son visage quelque part. Et surtout, il a fini par se rappeler tout d'un coup en lisant un simple journal, ce qui n'est pas du tout comment fonctionne une vraie amnésie rétrograde, désolé de vous le dire. Ensuite, un autre argument qui se retrouve assez souvent vis-à-vis de cette question-là, c'est que les révolutionnaires ne connaissaient pas son passé, donc personne de ce groupe-là n'a pu lui rappeler ses véritables origines et effectivement ses liens de parenté avec Luffy et Ace. Ok. Mais le problème déjà, c'est que Sabo a un tatouage de l'armée révolutionnaire sur l'épaule, donc il a dû bosser avec des tonnes d'espions et d'informateurs, et c'est devenu le commandant de Barbe Blanche, l'un des pirates les plus célèbres du monde. Les révolutionnaires surveillent la piraterie et les primes, donc forcément, à un moment donné, il aurait dû avoir un pont. Il aurait forcément vu une affiche de prime avec la tête d'Ace dessus, et même sans se souvenir de leur lien, il aurait dû reconnaître son visage, et donc au moins se poser quelques questions. Ensuite, troisième argument fallacieux des fans de One Piece, Sabo n'a en fait pas juste retrouvé la mémoire en voyant Ace, une photo de Ace ou un article sur Ace, mais aussi en voyant Luffy et le mot Sakazuki. Bon d'accord, c'est l'argument le plus solide, mais il ne tient toujours pas debout. Donc dans la version japonaise, Sabo ne se souvient pas tout d'un coup. En fait, en lisant Ace, Luffy et Sakazuki, et donc Sakazuki, c'est un mot qui veut dire une cérémonie des coupes de saké qui existe effectivement, c'est une tradition au Japon, et c'est justement une cérémonie qu'il a partagée avec Luffy et Ace étant enfant, et donc ça fait le lien avec son subconscient voilà, enfoui, et donc c'est grâce à ça que Sabo a eu effectivement son petit déclic de mémoire. Mais encore une fois, ça change pas le vrai problème. Comment il a pu oublier totalement Ace et Luffy pendant des années, alors qu'il a bossé pour une organisation qui surveille les criminels les plus influents? Pourquoi aucun autre événement n'a déclenché ses souvenirs auparavant? Il aurait dû voir des images d'Ace dans les journaux, ou même entendre Dragon ou Ivankov parler de lui, et même si la version japonaise atténue le côté miracle scénaristique entre guillemets, bah ça ne le supprime pas totalement, et je dirais même pas du tout. Et donc en fait, le vrai problème avec l'amnésie de Sabo, et c'est pour ça que je veux vraiment rester là-dessus, parce que je sais que dans les commentaires on va essayer de m'attraper, donc voilà. Je vais être certain juste de bien couvrir le sujet, pour couvrir mes arrières justement, c'est qu'en fait le vrai problème avec l'amnésie de Sabo, c'est pas qu'il ait eu cette amnésie, mais qu'elle se résout pile au bon moment pour le scénario. Si vraiment Oda voulait rendre l'amnésie de Sabo crédible, il aurait dû le faire retrouver ses souvenirs petit à petit, progressivement, au fil des chapitres. Ou alors, lui faire ressentir une connexion avec Ace bien avant sa mort, sans savoir pourquoi. Mais au lieu de ça, on nous sert un déclic instantané qui arrive exactement quand l'histoire en a besoin. Donc encore une fois, pour moi ce n'est pas digne de One Piece. El famoso manga avec 1 milliard de foreshadow. Normalement, ce retour de mémoire aurait dû être foreshadowé. Alors que là, bah... justement, on arrive à un espèce d'effet forcé, et on a l'impression que c'est juste un prétexte pour ajouter du drama à la mort d'Ace. Et juste pour finir avec cette catastrophe absolue des amnésies, bah le truc c'est que Sabo c'est pas le seul. Il y a aussi Big Mom et son amnésie à Wano. Donc elle débarque sur l'île, se cogne la tête et devient gentille. Et pendant des chapitres entiers, elle n'a plus aucune ambition, plus aucune mémoire de son empire, alors qu'elle est littéralement l'une des pirates les plus puissantes du monde. Et c'était clairement un moyen artificiel d'éviter un carnage immédiat à Wano et de donner un répit scénaristique aux héros. L'amnésie dans One Piece, encore une fois, c'est un bouton reset que Oda pousse quand il ne sait pas comment gérer une situation, et ça fait chier. Bon, maintenant, on va se reposer un peu parce que, bon, la dernière incohérence était assez musclée. On va passer à un truc beaucoup plus cool, beaucoup plus tranquille. On va parler de Kobe. Et la question qui fâche un peu vis-à-vis de Kobe, c'est que comment est-ce que ce mec est passé de larbin absolu à rival des Yonko? C'est quand même fou. Je veux dire, dans One Piece, certains personnages progressent vite et même certains progressent plus vite que d'autres. Mais pour Kobe, c'est du délire. Dans le chapitre 2, on voit un gamin fragile qui cire le sol pour une pirate random, j'ai nommé Alvida. Sauf que maintenant, actuellement parlant, bah on le voit affronter des Yonko. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait les amis? Qu'est-ce qui se passe Oda? Y a un souci? Parce que ok, il a été entraîné par Garp, d'accord, mais même avec ça, comment est-ce qu'il a pu gagner assez de puissance pour être un poids lourd dans l'histoire? Je veux dire, Zoro, Sanji, Luffy, tous ont galéré pendant des années pour devenir aussi monstrueux, alors que Kobe, on nous le sort de nulle part ultra badass et on doit juste accepter ça. À la limite, pourquoi pas? Moi j'aime bien ce genre de twist, mais quand même, c'est un peu cheap.
on va pas se mentir, c'est une progression peut-être un peu trop, beaucoup trop rapide, et ça n'a clairement aucun sens dans l'univers du manga. Après, franchement, pour être tout à fait honnête, ça me dérange pas tant que ça, je trouve ça marrant, franchement, je trouve ça marrant. Mais voilà, faudrait peut-être doser un peu. Allez, maintenant on va parler d'un truc un peu plus important, pas forcément scandaleux mais un peu chiant. On va parler de l'absurdité des informations et de la circulation des informations dans One Piece. Et du fait que tout le monde semble être mal informé. Parce que l'univers de One Piece est rempli d'organisations ultra puissantes, avec des espions, des réseaux d'information, des journaux, et pourtant les gens ne savent quasiment jamais rien. Voilà, c'est tous des Jon Snow, hein. They know nothing, ils savent rien. C'est un truc de ouf. Si on prend par exemple le gouvernement mondial et Chopper. Alors, le gouvernement mondial évidemment, ils sont quand même assez chauds, et ils ont une agence de renseignement ultra développée, effectivement, le Cypherpol, hein, le CP, El Famoso, et donc ils surveillent Luffy et son équipage H24, mais ils pensent que Chopper est juste une mascotte et lui colle une prime de 100 berries. Mais c'est là où on se pose la question, pourquoi personne n'a jamais capté que c'était un vrai combattant, le Chopper? Évidemment, peut-être que certains d'entre vous vont me dire que non, mais en fait Chopper est considéré comme un animal de compagnie par le gouvernement mondial, afin que les chasseurs de primes, justement, ne leur ramènent pas des rennes ou des cerfs random. Je sais pas, pour éviter de se retrouver avec 100 000 ratons laveurs que les chasseurs de primes leur ramèneraient. Encore une fois, ces affiches de primes sont basées sur des photos réelles, il est impossible de confondre Chopper avec un vrai animal. À Enies Lobby en plus, Chopper a déchaîné sa forme Monster Point et a détruit une partie du QG du CP9. Pourtant, le gouvernement ne lui a mis qu'une prime de 50 berries, et dans le Nouveau Monde, il combat des pirates et des marines ultra puissants, et malgré ça, sa prime est encore ridiculement basse. Bref, si le gouvernement voulait éviter les erreurs, ils ont juste simplement pu mettre membre des chapeaux de paille sur son avis de recherche au lieu de juste animal de compagnie. C'est clairement un running gag qui n'a plus aucun sens à ce stade de l'histoire. Une autre incohérence énorme, c'est les îles Célestes. Tout le monde pense qu'elles sont une légende, sauf que des tonnes de pirates y sont allés, bon, Roger, Kaido, Bellamy, et même des randoms. D'ailleurs, Bellamy... d'aucuns diraient que c'est un random. Il y a littéralement une entrée principale dans le Nouveau Monde. Donc comment c'est censé être un mythe alors que la moitié des pirates puissants y sont passés? Et parlons de l'ignorance totale du monde sur les fruits du démon. Même après 25 ans, les gens pensent encore que ce sont des légendes. Alors que des marines des pirates et des civils en ont en leur possession. Il y a même des affiches de pirates dans tous les journaux et la moitié ont ingéré des fruits du démon. En gros, One Piece veut faire croire que certaines choses sont secrètes alors que c'est littéralement impossible. Et on va revenir sur le cas des fruits du démon, et on va surtout parler de l'éveil des fruits du démon. Ce qui est un concept complètement bancal et qui ne fait pas sens. Donc dans One Piece, éveiller son fruit du démon, c'est censé être un événement majeur, une transformation ultime. Le problème c'est que personne ne sait vraiment comment ça marche. On prend Luffy ou Yamato ou même quelques agents du gouvernement, le réveil leur ont donné une espèce de nuage, une espèce d'écharpe un peu éthéré autour du cou. Mais les gardiens d'Impel Down, qui sont des Zoan éveillés, n'ont aucun nuage, aucune écharpe bizarre autour du cou. Chopper, qui semble avoir effectivement lui aussi éveillé son fruit, pareil, pas de nuage. Et Kaido, qui est censé être le Zoan ultime, n'a pas de nuage non plus. Alors c'est quoi la règle au juste? Et surtout, certains personnages devraient avoir clairement éveillé leur fruit du démon, sauf que apparemment c'est pas le cas. Doflamingo a éveillé son Paramecia, Katakuri a éveillé son Paramecia, mais Kaido, qui est un empereur et un monstre de puissance, n'a jamais officiellement éveillé son Zoan. C'est totalement incohérent, et Oda ne donne aucune explication claire sur ce que signifie réellement l'éveil d'un fruit du démon. Après, il y a pas mal de fans qui se sont écharpés sur la question, et disent par exemple que Kaido n'a jamais éveillé son fruit, donc forcément il n'est pas censé avoir l'écharpe d'énergie des Zoan éveillés. Que Chopper est un éveillé artificiel, et que les gardiens d'Impel Down sont en permanence en mode éveillé, donc le fruit a pris le contrôle de leur corps. Sauf que, encore une fois, Kaido lui-même a dit que l'éveil arrive quand le corps et l'esprit sont totalement synchronisés avec le Zoan. Donc si Luffy a éveillé son Zoan en combattant Kaido, alors Kaido aurait dû l'éveiller aussi, vu qu'il a passé des années à être une brute surpuissante avec son Zoan surcheaté. Tous les Zoan éveillés, montrés jusque-là, ont des caractéristiques spécifiques, mais Kaido, qui est censé être le plus puissant de tous les Zoan du monde, n'a rien de spécial. Enfin, visuellement, avec la fameuse écharpe de nuage. Ça n'a aucun sens qu'il n'ait pas éveillé son fruit. Sauf si Oda ne voulait pas le rendre trop puissant, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, même moi, j'ai pas compris. Franchement, j'ai rien pigé avec cette histoire de Zoan, pour être tout à fait honnête. J'imagine qu'on va me reprendre dans les commentaires, mais n'hésitez pas, hein. Mais là, moi, j'ai pas saisi. Bon allez, on va toujours rester sur le cas des fruits du démon, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences sur les fruits du démon, mais on va revenir au tout début du manga, avec Sanji, qui apparemment ne sait pas que les utilisateurs des fruits du démon ne peuvent pas nager, alors qu'en principe il a lu une encyclopédie sur le sujet quand il était petit. Alors, durant l'arc Baratie,
Donc là, ça date, hein, les mecs. Hein. Sanji ne sait même pas que les utilisateurs du fruit du démon ne savent pas nager, ne peuvent pas nager. Il manque même d'ailleurs de laisser Luffy se noyer à cause de ça. Sauf que quelques arcs plus tard dans Thriller Bark, en fait un peu plus que quelques arcs plus tard, hein, c'est bien après, mais bref, on apprend qu'enfant, Sanji a lu l'encyclopédie des fruits du démon. Et le problème, c'est qu'on veut nous faire croire que ce livre, qui explique en détail les capacités des fruits du démon, n'a jamais mentionné leur faiblesse la plus fondamentale. C'est comme si un livre sur les vampires oubliait de dire qu'ils sont allergiques à l'ail et qu'ils meurent au soleil. Enfin, ça n'a aucun sens. L'encyclopédie ne sert qu'à justifier que Sanji savait que le Suke no Mi existait, mais elle oublie complètement un détail ultra basique, c'est-à-dire que le fait que les utilisateurs de fruits du démon se noient directement lorsqu'ils sautent dans l'eau. Soit Sanji a sauté les pages les plus importantes, soit Oda a oublié ce détail, et c'est clairement le cas puisqu'il a créé une contradiction massive. Bon, allez, incohérence suivante, et là on va un peu reparler d'un sujet dont j'avais déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire le problème de circulation d'informations dans le monde de One Piece, sauf que là ce sera pas une question de circulation d'informations, mais de circulation de technologie. Alors le monde de One Piece n'a aucune logique en termes de technologie et d'avancement civilisationnel, puisque d'un côté on a Vegapunk, le gouvernement mondial, et la Germa 66, qui fabriquent des clones, des armes laser, des cyborgs et même des satellites intelligents, et de l'autre, on a des royaumes entiers qui se battent encore avec des arcs, des flèches et des bâtons. Et le pire, c'est que tout ça coexiste dans le même monde, sans que personne ne lève le moindre sourcil. Pourquoi certains pays sont ultra avancés et d'autres sont bloqués à l'âge de pierre? Le gouvernement mondial aurait dû dominer tout le monde avec sa technologie, mais apparemment personne n'échange ses connaissances dans cet univers. Et on parle même pas de Morgans, le journaliste qui a la seule machine volante du monde. Ça n'a aucun sens. Vegapunk a créé des armes nucléaires et des clones, mais personne n'a pensé à inventer des avions. Là encore, c'est chaud. Maintenant, bien entendu, les fans de One Piece vont sûrement m'avancer que, après tout, dans la vraie vie, IRL, il y a certains pays qui sont plus avancés que d'autres. Voilà, après tout, oui. Il y a des écarts technologiques assez monstrueux parfois entre les pays riches et les pays en développement dans notre propre monde, donc pourquoi crier à l'incohérence dans One Piece? Sauf que dans One Piece, l'incohérence vient du fait que ces écarts n'ont aucun sens, au sein d'un même monde connecté. Le gouvernement mondial possède des cyborgs, des armes laser et des clones, mais la marine classique utilise encore des mousquets du 18e siècle. Ça veut dire que même si on part du principe que, ok, le monde de One Piece est un monde complètement déconnecté avec des îles qui n'ont aucun contact les unes avec les autres, donc ça peut expliquer pourquoi certaines îles sont super avancées technologiquement et d'autres ne le sont pas, mais putain, mais là ça n'a aucun sens. Le gouvernement mondial et la marine, c'est deux organisations qui sont effectivement ultra liées. C'est quasiment la même organisation. Donc ça se passe comment? Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, Vegapunk a découvert l'énergie infinie, mais personne ne l'exploite ailleurs. Germa 66 a des armures invulnérables et des armées de clones, mais des royaumes comme Dressrosa ou Wano combattent encore avec des épées et des canons en bois. Le vrai problème, encore une fois, ce n'est pas qu'il y ait des disparités technologiques, c'est que ces technologies ne se diffusent pas logiquement du tout à travers le monde de One Piece. Et vu qu'on parlait du gouvernement mondial, justement parlons-en un peu, et du fait qu'il n'ait jamais tenté d'éliminer Luffy plus tôt dans l'histoire. Dans le chapitre 1044, on apprend que le gouvernement mondial connaissait la véritable nature du fruit du démon de Luffy depuis le début. D'ailleurs, cette vraie nature, on en parlera un peu plus tard, c'est une énorme incohérence, mais on va en parler. Le Ito no Mi, modèle Nika, n'est pas un simple fruit du caoutchouc, mais le fruit d'une divinité mythique, qui représente la plus grande menace pour le gouvernement. Alors pourquoi ne pas avoir tué Luffy immédiatement? Il a déclaré la guerre au gouvernement en brisant le drapeau d'Enies Lobby, il a causé le chaos à Impel Down et Marineford, et il a été en contact avec Dragon, Shanks et Rayleigh. Les 5 doyens, les fameux Gorosei, savaient qu'il était une menace, mais ils l'ont laissé faire. Et c'est pas comme s'ils n'avaient pas eu plein d'occasions de l'abattre. Kuma aurait pu l'écraser à Thriller Bark, Aokiji aurait pu le geler définitivement après Skypiea, et Kizaru aurait pu l'éliminer à Sabaody ou même à Marineford. Si Luffy était vraiment leur priorité numéro 1, pourquoi ont-ils toujours envoyé des mecs en mode touriste au lieu d'une exécution rapide? Et on peut nous dire effectivement qu'ils n'ont pas agi afin de ne pas attirer l'attention sur ce fruit, mais c'est pas comme si le gouvernement était connu pour être subtil. Ils ont détruit des îles entières juste parce qu'il y avait un risque d'information gênante, et là, on essaie de nous faire croire qu'ils laissent un gamin devenir Joy Boy sans réagir sérieusement. Ça n'a aucun sens, ça pue la justification après coup. Et encore une fois, voilà, on nous parle de One Piece, attention, foreshadow, nanani, tout était prévu. Là encore, voilà, excusez-moi du peu, mais j'en doute très légèrement, pour ne pas dire plus. D'ailleurs, encore une fois, en parlant de Luffy, il aurait dû crever une vingtaine de fois, on va pas se mentir. Après, à la limite, ok, tous les héros de shonen ont du plot armor, mais pour Luffy, c'est un cas d'école, on va pas se mentir. Il a survécu à des trucs qui auraient dû le tuer 1000 fois.
Déjà, chapitre 2, il est pris dans un tourbillon en pleine mer sur un mini-bateau. Et il s'en sort sans explication. À Alabasta, il est empalé et empoisonné par Crocodile, puis jeté dans des sables mouvants, mais il revient nickel. À Enies Lobby, il se bat contre Lucci, prend des dégâts monstres et il se relève juste grâce à la force de l'amitié, la très fameuse force de l'amitié. D'ailleurs, je veux pas vous mentir, c'est un peu après ce combat que j'ai commencé à me dire que, voilà, à l'époque, quand j'avais décroché One Piece, je m'étais dit, ok, je pense que je vais lire encore quelques tomes et je vais m'arrêter parce que j'en peux plus. La force de l'amitié, moi j'ai beaucoup de mal, je vais pas vous mentir, là j'en pouvais plus. Voilà, le combat contre Lucci, j'ai vomi, on va pas se mentir. Bref, mettons ça de côté. Et à Marineford, il est tabassé par tous les amiraux, prend une attaque de Magma d'Akainu et il survit encore une fois, parce que c'est le héros. Et à Wano, il tombe en pleine mer après un combat contre Kaido et il est sauvé par pure chance. Encore une fois, à un moment donné, ça ruine la tension. Quand tu sais que Luffy ne peut pas mourir, tous les combats perdent en enjeu. Bon, allez, mettons ça de côté. Maintenant, parlons de l'un des pires problèmes de One Piece en termes de logique, en termes de cohérence. Ça, c'est l'un des pires, si ce n'est le pire. Voilà, top 3 des pires incohérences du manga. On va parler du haki. Ok, alors, le haki, qu'est-ce que c'est? Vous le savez tous. C'est un peu le Magic System, c'est un peu le Power System de One Piece, en parallèle des fruits du démon, tout du moins. C'est le pouvoir qui permet de rivaliser avec les fruits du démon. Il est absolument essentiel pour combattre des mecs comme Kaido ou même les amiraux. Maintenant, on va se poser la question qui fâche. Pourquoi aucun des personnages puissants n'utilisait le haki avant le fameux time skip, c'est-à-dire après Marineford? Petit rappel, encore une fois. Le haki est censé exister dès le chapitre 1, avec Shanks qui fait fuir le roi des mers avec le haki du roi, il me semble. Encore une fois, je me suis récemment remis à One Piece, soyez sympas dans les commentaires, bref, il me semble que c'est bien le haki du roi. Le haki est introduit réellement à Sabaody, et on explique que 600 chapitres plus tard, avec Rayleigh. Et là, gros problème, pourquoi Crocodile n'a pas utilisé le haki à Alabasta face à Luffy? Il est quand même l'un des 7 grands corsaires, et il se fait défoncer par un gamin sans haki. En tout cas, sans haki à l'époque. Pourquoi aucun amiral, d'ailleurs, ne s'en sert avant Marineford? Pourquoi les mecs du CP9, qui sont censés être des élites du gouvernement, n'ont même pas appris le haki, alors que n'importe quel vice-amiral est censé le maîtriser? Et le pire, c'est que Tekkai, une des techniques du CP9, a été rétrospectivement confirmée comme étant du haki. Mais pour moi, c'est du retcon. Même si c'est du haki, alors pourquoi Luffy a pu les toucher avec ses coups normaux? La vraie réponse, c'est que, je suis désolé, hein, les fans de One Piece, Oda n'avait pas prévu le haki dès le départ. Alors ok, il nous sort des justifications bancales, genre ouais, Luffy ne pouvait pas avoir le haki, donc on ne le remarquait pas, puisque le manga nous est raconté à travers les yeux de Luffy, puisque s'il peut pas avoir le haki, nous-mêmes, les lecteurs et les spectateurs de l'anime, ne pouvons pas fatalement voir le haki, puisque Luffy ne le peut pas, mais ça ne tient pas. Si c'était aussi important, on aurait dû le voir bien avant le chapitre 600. Et même si le haki ne s'apprend que par un entraînement extrême et que ça pourrait éventuellement justifier pourquoi on a dû attendre 600 chapitres pour le voir, le problème c'est que, ok, pourquoi personne dans le Nouveau Monde n'en a parlé avant le 600e chapitre? On pourra aussi dire que, ok, à Marineford et surtout, Barbe Blanche ne l'a pas utilisé parce qu'il était trop malade. Ok, mais tous ces commandants, pourquoi est-ce qu'ils se prennent des balles et des coups de sabre comme si de rien n'était? La vérité, encore une fois, je sais que ça va faire mal aux fans de One Piece, c'est que Oda n'avait pas encore inventé le concept du haki au début de son manga et il a dû le rétro-intégrer, le retconner après. C'est tout, voilà. Classe, fin de l'histoire, basta. Je sais très bien qu'on va m'insulter dans les commentaires, mais c'est la vérité, voilà. Soit vous l'avalez, soit vous m'insultez. Bon bah insultez-moi. C'est comme ça, c'est la vie les amis. Allez, en parlant de retcon, parlons du Gear 5 et la fameuse réécriture, le fameux retcon du fruit du démon de Luffy. J'en ai un peu parlé un peu plus tôt dans la vidéo. On va en discuter, c'est l'une des pires incohérences de ce manga. Pour moi, ça destroy One Piece, je vais pas vous mentir. Voilà, le fait que le Gear 5 ait complètement changé la nature du pouvoir de Luffy. Alors avant, le fruit du démon de Luffy, c'était juste un simple paramécia, qui se basait sur l'élasticité. Sauf que maintenant, ça a été totalement rétro-changé, puisque apparemment, c'est un Zoan mythique, qui lui donne des pouvoirs d'une divinité. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un retcon massif. On se demande d'ailleurs pourquoi Shanks, qui a risqué sa vie pour ce fruit, ne l'a pas utilisé lui-même. Pourquoi le gouvernement mondial n'a jamais expliqué que c'était leur cible numéro 1 plus tôt? Pourquoi ce fruit a l'air de briser toutes les règles du monde sans aucune explication? Et pourquoi juste quasiment 1000 chapitres après le début du manga? Le Gear 5 permet à Luffy de tout manipuler comme un espèce de cartoon. Le mec se transforme en Bugs Bunny, mais ça soulève une question terrifiante. Où sont les limites? Peut-il changer totalement la fabrique de la réalité? Peut-il créer des objets à partir de rien? Peut-il rendre les morts à la vie? On nous dit que ce sont les pouvoirs de l'imagination, mais ça risque de créer encore
plus d'incohérence à l'avenir. Évidemment, encore une fois, les fans de One Piece vont me dire que le Year 5 et le Ito Itonomi Model Nika étaient prévus depuis le début, mais c'est du mytho, vous vous mentez à vous-même, vous êtes en plein cope les gars. Si Oda avait vraiment prévu ça dès le départ, pourquoi le gouvernement mondial n'en a jamais parlé avant le chapitre 1044? Pourquoi Shanks a laissé Luffy bouffer un fruit aussi dangereux au lieu de le sécuriser immédiatement? Pourquoi le Gear 5 donne à Luffy des capacités de cartoon alors qu'aucun autre Zoan éveillé ne fonctionne ainsi? Ça ressemble beaucoup plus à un retcon qu'à un plan de longue date. Bon, on met ça de côté de toutes les manières, voilà. Je sais que les mordus de One Piece ne peuvent pas être raisonnés, donc ça sert à rien de perdre trop de temps là-dessus. On va continuer avec une autre bizarrerie liée au fruit du démon. Cette fois, c'est Katakuri et son Mochi Mochi Nomi. Et là, on sera tout aussi sans pitié. Alors, au moment de son introduction dans One Piece, le fruit de Katakuri a été présenté comme un Logia. Jinbei lui-même explique que le Mochi Mochi Nomi est un Logia, ce qui est crédible à l'époque, hein, puisque Katakuri pouvait transformer son corps en Mochi et éviter les attaques comme un Logia classique. Sauf que, quelques semaines plus tard, dans la version reliée du manga, Oda a manifestement changé d'avis. Dans cette version corrigée, le Mochi Mochi Nomi n'est plus un Logia, mais un Paramecia spécial. Apparemment, Oda a réalisé que le Mochi n'est pas un élément naturel, contrairement aux vrais Logia comme le feu, la glace ou la fumée, et donc pour ne pas briser la cohérence du système des fruits du démon, il a donc rétrogradé le fruit de Katakuri, enfin rétrogradé, voilà, il a retconné quoi. Le souci c'est que Katakuri avait déjà démontré des capacités qui faisaient de lui un Logia. Il évite les attaques comme un Logia, il transforme son corps en Mochi alors que la plupart des Paramécias ne transforment pas le corps de l'utilisateur, et donc Oda a dû inventer une nouvelle catégorie de fruits, c'est-à-dire les Paramécias spéciaux. Et devinez quoi? Bah on n'a toujours aucune explication officielle sur ce que ça signifie réellement. C'est clairement un exemple de retcon et ça montre qu'Oda, encore une fois, n'a pas prévu ce détail à l'avance, et c'est pas le seul, j'en ai déjà parlé. Et on va finir cette vidéo avec, en tout bien tout honneur, l'incohérence qui m'a fait rage quit le manga il y a 10 ans, les fausses morts. Bon, c'était quelque chose que, pour les mecs qui aiment beaucoup mes vidéos et qui les ont quasiment toutes vues, c'est quelque chose que j'ai un peu foreshadowé moi-même dans mes vidéos. Attention, hein, moi aussi je peux faire des foreshadows, j'en ai parlé. Du problème des fausses morts de One Piece, à quel point ça me fait chier. Souvent, lorsque je critique ce même délire des fausses morts dans les autres shonen, parce qu'encore une fois, la plupart des critiques que je peux effectivement émettre vis-à-vis de One Piece ne sont pas propres à One Piece, mais propres au shonen en général, donc le délire des fausses morts, on voit ça dans Yu Yu Hakusho, on voit ça dans Bleach, avec la fameuse inénarrable Inamori, et aussi My Hero Academia, pour ne pas le nommer, voilà. Et bien souvent, lorsque je parle de ce problème-là, je ne peux pas m'empêcher de parler de One Piece, hein, de toutes ces fausses morts absolument horribles, notamment, d'ailleurs, il me semble d'ailleurs que c'est ça qui m'a fait rage-quitter le manga, en tout cas, un rage-quit différé, puisque j'ai encore lu quelques tomes après ça, mais c'était à la toute fin de l'arc, où à la fin, il me semble que l'équipage du chapeau de paille recrute Franky, et il me semble que Franky participe à une espèce de guerre, et puis il y a tous ses potes qui se battent avec lui, et sur ces 5 autres potes, alors que c'est un massacre total, aucun ne meurt, tu vois. Ça m'avait rendu fou, je dis, pourquoi ne pas en tuer au moins un ou deux, pour donner un peu un côté, je sais pas, un peu dark, même un côté réaliste, il y a quand même une espèce de putain de bataille ultra sanglante, normalement il y a des mecs qui meurent. Non, personne ne meurt, voilà. Encore une fois, Oda a un problème avec la mort. À chaque fois qu'un personnage doit mourir, il revient en mode surprise, je vais bien. Il y a plein d'exemples, on prend Pell par exemple, qui se sacrifie en emportant une bombe géante mais il survit. On a Pagaya qui prend un éclair de 200 millions de volts mais il survit. On a Kinemon qui se fait couper en deux mais il survit. On a Kaido et Big Mom qui sont balancés dans un volcan en éruption mais tout le monde sait qu'ils sont pas morts. Et le truc c'est que quand personne ne meurt jamais, la tension disparaît. Oda doit accepter de tuer des personnages pour que les enjeux soient crédibles. Désolé. Bon voilà, on va arrêter notre vidéo ici. Bah écoutez, je suis quand même content de l'avoir fait parce que je me suis toujours dit qu'il faudrait quand même qu'un jour je tacle le cas One Piece. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de temps que je relis tous les chapitres et tous les tomes petit à petit, ça m'a pris vraiment un temps fou. Donc s'il vous plaît, même si effectivement vous n'aimez pas trop la vidéo parce que j'ai des trucs qui vous plaisent pas, un petit like, un petit commentaire, même si c'est pour m'insulter, ça fait toujours du bien à l'algorithme, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, moi ça me fera plaisir. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.